Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, notre sujet sera focalisé sur une maladie qui est bénigne mais elle est très douloureuse, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Cyriax. Le syndrome de Cyriax est connu sous le nom de sleeping grip, hein, ou bien on dit le syndrome des côtes flottantes. Il s'agit d'une subluxation des cartilages antérieurs des côtes inférieures. Donc, les côtes qui sont touchées sont les côtes inférieures. C'est une pathologie qui touche principalement la 8e, la 9e et la 10e côte. Ces côtes sont normalement des fausses côtes. Elles ne sont pas fixées directement au sternum, mais elles sont fixées au cartilage de la côte qui se situe juste au-dessus. Raison pour laquelle on dit des fausses côtes. Cette subluxation arrive le plus souvent suite à un traumatisme direct ou indirect, en provoquant des douleurs thoraciques et abdominales et parfois dorsales. Au niveau de la cage thoracique, le cartilage est très fragile, ce qui augmente le risque de la déformation. Et parmi les caractéristiques de ce syndrome, c'est l'hypermobilité des cartilages. Donc, le cartilage est très mobile et se déplace en haut et en bas. Et ce basculement vers le haut et vers le bas peut entraîner une compression des nerfs intercostaux. Le syndrome de Cyriax se manifeste par une douleur. Donc, le premier signe à citer, c'est la douleur. Et l'origine de cette douleur, c'est la partie thoracique. Puis, elle peut irradier vers l'abdomen et vers le dos. Il ne s'agit pas d'une douleur chronique, bien permanente. Elle se déclenche seulement au moment de la crise. Après un effort physique important, bien après des mouvements particuliers, comme par exemple l'ato, comme le rire, comme un réflexe inopiné, une aspiration forcée, etc. D'accord? Et aussi parmi les symptômes qu'on peut trouver dans ce cas, ce sont les troubles digestifs. Le syndrome de Cyriax peut être responsable des mauvaises digestions. Quoi d'autre? Si on veut parler des causes, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, dans la majorité des cas, la subluxation s'installe suite à un traumatisme, que ce soit un traumatisme direct ou indirect. Un traumatisme direct, comme par exemple un AVP, un accident de la voie publique, par exemple une chute, un choc direct, un traumatisme lors de la pratique d'un sport, comme par exemple le football, comme le golf et le tennis, etc. D'accord? Et le traumatisme peut être également indirect. Le traumatisme indirect, ça veut dire quoi? Par exemple, les efforts de traction, le soulèvement des charges lourdes, par exemple, les mauvaises postures. Les mauvaises postures sont considérées comme un traumatisme indirect. Par exemple, quelqu'un se réveille le matin avec une douleur au niveau de la nuque, c'est une torticolis, c'est une contracture des muscles sternoclédo-occipito-mastoïdiens. Pourquoi il avait cette douleur? Tout simplement parce qu'il a utilisé un oreiller qui est mal adapté. Donc c'est une mauvaise posture. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui utilise l'ordinateur chaque jour et tous les jours, à long terme, le mauvais positionnement sur la chaise peut entraîner des contractures musculaires, et le malade va sentir des douleurs au niveau de la nuque, au niveau du dos. D'accord? Donc il y aura un problème au niveau de l'appareil musculo-squelettique en général. Et cela est dû à une mauvaise posture. D'accord? Donc, les mauvaises postures sont considérées comme un traumatisme indirect. D'accord? Donc, on a le traumatisme direct et le traumatisme indirect. Quoi d'autre? Il y a un point qui est très important qu'il faut le dire, c'est que la douleur qui est causée par le syndrome de Cyriax se déclenche
souvent au niveau de la partie droite, juste au-dessous de la cage thoracique. Et il y a plusieurs pathologies qui présentent les mêmes symptômes, des pathologies qui sont identiques dans la symptomatologie. Raison pour laquelle il est important d'examiner le malade, un examen qui est bien précis, qui est bien adéquat. Pourquoi? Pour éliminer toutes les pathologies qui présentent les mêmes symptômes. D'accord? Afin de confirmer le diagnostic. Parce que la douleur qui est localisée au niveau de l'hypocondre droit peut être la conséquence des troubles digestifs, peut être la conséquence d'un problème hépatique, peut être la conséquence d'un problème au niveau de la vésicule biliaire ou bien une affection rénale, etc. Donc, les cas sont différents, mais les symptômes sont les mêmes. Raison pour laquelle il faut éliminer toutes les pathologies qui présentent les mêmes symptômes. Et on peut facilement confirmer le diagnostic juste par une palpation des côtes. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de crochetage. La manœuvre de crochetage. Le doigt de l'examinateur, par exemple l'index, doit se placer au-dessous du rebord costal et le tirer vers le haut. Ce mouvement va pincer le nerf intercostal, ce qui va déclencher la douleur. D'accord? Donc, si la douleur survient après ce mouvement, automatiquement on dit qu'il ne s'agit pas des troubles digestifs, ni d'une affection rénale, ni d'un problème au niveau de la vésicule biliaire, ni rien du tout, mais il s'agit seulement d'une maladie bénigne qui s'appelle le syndrome de Cyriax. Alors, c'est quoi le traitement? Généralement, le traitement se diffère en fonction de l'état du patient et selon l'intensité et la chronicité de la douleur. Dans les formes qui sont modérées, un traitement conservateur suffit. Par contre, dans les formes qui sont sévères, bien qu'elles sont graves, on fait appel à la chirurgie. En ce qui concerne le traitement conservateur, il existe plusieurs techniques, et notamment le traitement médicamenteux. Il y a des médicaments qui soulagent la douleur, des décontractants musculaires et des antalgiques. Donc, le médecin prescrit des médicaments pour calmer la douleur et pour abolir les symptômes. Et l'objectif, c'est de permettre aux muscles intercostaux de ne pas sensibiliser davantage le nerf comprimé. Quoi d'autre? Donc, la première chose, c'est le traitement médicamenteux. La deuxième chose, c'est le repos. C'est tout à fait normal. Dans ce cas, l'immobilité est primordiale. L'immobilité est recommandée pour lutter contre les mouvements brusques et contre les efforts qui sont intenses. Parce que j'ai déjà dit tout à l'heure que les mouvements brusques sont parmi les causes de cette maladie. Donc, on conseille au malade d'utiliser, par exemple, un bandage élastique. Et ce bandage permet de fixer la région des troncs et de stabiliser les côtes, ce qui va créer un environnement optimal à la guérison. Quoi d'autre? Dans certains cas, le médecin traitant peut proposer l'infiltration de toxines botuliques. C'est une technique qui est indiquée lorsque la douleur devient intense, devient handicapante et gênante. La toxine permet de paralyser temporairement le muscle intercostal pendant un certain temps. Et cela va réduire la compression des nerfs. Il ne s'agit pas d'un traitement curatif ou bien définitif, parce que les effets de cette technique restent seulement quelques semaines, bien quelques mois. Quoi d'autre? Le traitement conservateur comporte aussi les séances de la kinésithérapie, ça c'est très important. La kinésithérapie occupe une place importante dans le traitement de cette maladie. Et les séances reposent sur la chaleur, sur la stimulation de certains muscles, sur la correction des postures et aussi
les exercices des étirements. En bref, on a la chaleur, la thermothérapie. Dans ce cas, la thermothérapie peut être réalisée à l'aide d'une poche d'eau chaude qu'il faut l'appliquer sur la zone douloureuse pendant une courte durée qui ne dépasse pas 15 à 20 minutes. D'accord? On a la stimulation musculaire. On fait appel à l'électrostimulation. On doit stimuler les muscles intercostaux et les dorsaux et aussi les abdominaux. Quoi d'autre? Aussi parmi les objectifs de la rééducation, dans ce cas, c'est la correction des postures. Déjà, j'ai dit que les mauvaises postures sont parmi les facteurs qui peuvent contribuer à l'apparition de ce syndrome. Donc, dans le protocole de la rééducation, on doit corriger les déformations. S'il y a des déformations, il faut les corriger par des corsets et par des techniques passives. Et on doit corriger les mauvaises postures par des techniques actives ou passives selon le cas. Quoi d'autre? Parmi les techniques actives de la kinésithérapie, qu'on peut les mettre en œuvre, c'est quoi? C'est l'étirement musculaire. Et là, je parle de l'étirement actif. Le thérapeute doit expliquer au malade des exercices d'étirement et d'assouplissement pour les pratiquer au cours de la séance et en dehors de la séance. L'étirement doit devenir une hygiène de vie. D'accord? Par exemple, l'étirement latéral et l'étirement antérieur. Je vais vous donner un simple exemple. Concernant l'étirement latéral, le malade va se mettre en position debout. Il inspire profondément par le nez, il expire doucement par la bouche. D'accord? Lors de l'inspiration, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire l'abduction de l'épaule. Et là, je parle de l'épaule droite, parce que, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, la douleur se déclenche au niveau de l'hypocondre droit. Donc, il doit faire l'abduction de l'épaule droite pour ouvrir la cage thoracique lors de l'inspiration. Donc, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'ouvrir amplement la cage thoracique lors de l'inspiration. Donc, il fait l'abduction maximale de l'épaule pour ouvrir le maximum la cage thoracique lors de l'inspiration. Donc, ça, c'est un étirement latéral. C'est très simple. Puis, on passe à l'étirement antérieur. Pourquoi l'étirement antérieur? Parce que tout simplement, souvent, les douleurs intercostales sont associées à des tensions musculaires, et précisément la tension des pectoraux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit détendre les pectoraux. On fait un étirement global de la région pectorale. Au lieu d'étirer la partie droite puis la partie gauche, on fait un étirement global de la totalité de la région pectorale. C'est très facile. Le malade va se mettre en position debout entre deux mentons d'une porte. Il va placer les coudes à la hauteur des épaules. Ça veut dire les épaules et les coudes deviennent sur la même ligne. D'accord? Toujours, il inspire par le nez, il expire par la bouche. Cette fois, lors de l'expiration, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre doucement jusqu'à la sensation de tension des pectoraux. Puis, il revient à sa position initiale et il refait l'exercice. Donc ça, c'est un étirement global de tous les pectoraux. D'accord? Et il y a pas mal d'exercices à faire. Et en même temps, il ne faut pas oublier le travail de la respiration. Ça, c'est très important. En parallèle avec les exercices d'assouplissement et d'étirement, il faut travailler la respiration et on insiste sur la respiration abdominale. On doit privilégier la respiration abdominale pour réduire et pour minimiser la pression sur la cage thoracique. D'accord? Et par contre, il faut éviter la respiration thoracique parce que la respiration thoracique
peut exacerber encore plus la situation et elle peut aggraver l'apparition des symptômes. D'accord? Donc, il y a pas mal d'exercices à faire. Le choix des exercices dépend de l'intensité de la douleur et dépend de l'état des patients. Parce que les exercices ne doivent pas être douloureux. Hein? On doit toujours respecter les caractéristiques de la kinésithérapie. Et parmi ces caractéristiques, c'est l'indolence. D'accord? Donc, ce sont les différentes techniques qui sont intégrées dans le traitement. Et il y a des patients qui se dirigent vers d'autres méthodes naturelles, comme par exemple le yoga. Hein? Le yoga peut donner un bon résultat. Pourquoi pas? Hein? Le patient peut pratiquer le yoga dans un centre spécialisé. Et dans ce cas, il y a deux postures qui sont recommandées pour améliorer l'ouverture de la cage thoracique. On a le gainage et l'extension du tronc, bien l'extension des thorax. D'accord? Finalement, pour conclure, il faut savoir que le syndrome de Cyriaque, c'est une maladie qui est comment? Qui est chronique. Et les complications de cette maladie sont variables d'un individu à l'autre. Hein? Il y a des personnes qui souffrent d'une simple gêne occasionnelle. Par contre, il y a d'autres patients qui trouvent une difficulté dans la vie courante pendant la crise. Hein? La douleur devient intense et handicapante. Donc, les cas se diffèrent et la prise en charge se diffère. La prise en charge se diffère selon l'intensité et la chronicité de la douleur, comme j'ai déjà dit, et aussi selon l'hygiène de vie des patients. Et ça, c'est très important. Le malade doit corriger les mauvaises habitudes. Là, je parle des mauvaises postures, surtout en position assise. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans un bureau toute la journée, il doit apprendre comment redresser la colonne vertébrale et comment garder le dos bien droit. Il faut choisir le sport le plus convenable et le plus pertinent en évitant toutes les activités physiques qui sont intenses et toutes les activités physiques qui demandent beaucoup d'énergie. Hein? C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a même des sports qui sont absolument déconseillés, comme par exemple le tennis, bien le golf, parce que les mouvements répétitifs et les mouvements brusques peuvent réveiller la douleur à n'importe quel moment. Et il vaut mieux se concentrer sur la marche, sur la course à pied et sur les exercices de gainage. Donc, ce syndrome est chronique. Hein? C'est une maladie qui ne se guérit pas, mais le malade peut vivre avec cette maladie. Il faut juste respecter les conseils d'hygiène de son médecin et de son kiné.